Et là, j'ai dû faire un choix en me disant, ok, est-ce que je continue le lycée en sport-études pour devenir danseuse professionnelle ou choisir un bac général et donc arrêter la danse de manière haut niveau. Et Edumapper, c'est une boîte qui a vocation de faire la lumière sur les études supérieures pour aider tous les étudiants et les lycéens à bien s'orienter. T'as fait quoi comme étude? Est-ce que t'étais forte à l'oral? À quel moment tu t'es sentie entrepreneur, entrepreneuse? Qui est-ce que t'essayes de servir à travers ce projet? Je veux servir les étudiants et justement tous ceux aussi qui n'ont pas eu accès à l'ouverture. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, spoiler, on va parler d'éducation, on va parler du rêve, on va parler du empowerment, en essayant de le mettre un petit peu en français. Bon bref, j'ai le plaisir de recevoir une actrice de cet écosystème. Comment ça va, Valentine? Ça va très bien et toi? Ouais, quelle belle intro, non? Bah écoute, je suis impressionnée, je m'attendais pas à ce niveau d'intro, donc bravo. On n'est pas les pros, nous. Bon, raconte-moi, j'allais dire Edumatrix, Edumator, tu m'as perdu au Je collier. t'ai perdu. De quoi on va parler? Merci d'être là avec moi. Bah, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis trop contente de découvrir ce studio en vrai et on va parler d'Edumapper car je suis cofondatrice de ce Mapper. projet Mapper. Putain, tu vois, je l'avais même pas au téléphone Exactement, hier. bah voilà, tu découvres. Qu'est-ce que Edumapper? Edumapper, c'est une boîte qui a vocation de faire la lumière sur les études supérieures pour aider tous les étudiants et les lycéens à bien s'orienter. Et je dis vraiment tous les lycéens et étudiants parce qu'on a vocation à fournir une information de qualité pour faire la lumière sur toutes les études, toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi et de t'accompagner dans Public tes comme choix. pro, public comme privé, pardon. Ouais, on va recenser plus de 30 000 formations publiques, privées, de tous les secteurs. On veut vraiment être ultra exhaustif sur l'offre qu'on met en valeur sur la plateforme. C'est très clair. Première question à te poser, tu n'es pas CEO, tu es cofondatrice de cette boîte. Absolument. J'aimerais bien qu'on fasse la différence entre c'est quoi le job d'être founder, et là je te parle de toi comme tes cofondateurs, et c'est quoi la différence peut-être dans le rôle de celui du CEO, celui qui endosse ce rôle-là. Écoute, celui qui endosse le rôle du CEO chez nous, c'est Sébastien Delafont, qui est donc mon associé. Et lui, il est vraiment sur tous les sujets. En fait, ça va être un gros driver en termes d'inspiration et de gestion opérationnelle de tous les sujets. Donc, ça va être le chef d'orchestre de la boîte. Nous, on est 4 cofondateurs. Ok. Et donc, c'est aussi important d'avoir une personne qui va vraiment incarner en fait toutes les équipes, faire la cohésion entre... Mais c'est le référent celle-ci. ou pas? C'est vraiment le référent ou est-ce que à 3 sans lui, vous pouvez déjà avoir prendre une décision de ça? Ah mais bien sûr, on prend plein de décisions, Ce n'est nous pas un chacun tyran. sur, ce n'est pas un tyran, bien au contraire. Non, effectivement, on a tous bien évidemment, l'ownership sur nos sujets. Après bien évidemment, c'est bien d'avoir une personne qui fait le lien entre les différentes équipes, qui va voir des trucs qu'on n'avait pas vus et surtout qui va inspirer, tout le monde. On est 4 cofondateurs, donc c'est bien aussi d'avoir, une personne qui incarne, la vision à l'échelle de la boîte, même si, tous les cofondateurs bien évidemment, l'incarnent au quotidien. Est-ce que le CEO se doit, en tant que cofondateur aussi, de mettre plus ses émotions de côté que toi en tant que cofondatrice? Est-ce qu'il a un rôle plus important ou une responsabilité plus importante? Écoute, c'est une super question. Je veux pas parler au nom de tous les CEO Va lui de poser toute la la question, planète. me fais C'est pas clair, écoute, invite-le, Yacine. Non, c'est toi que je voulais, Valentine. Non, écoute, c'est une super question. Je pense que de toute façon, en tant que cofondateur, tu te dois de mettre tes émotions de côté. Et en fait, de toute façon, c'est un sujet, enfin, ta boîte, c'est un sujet qui te tient à cœur parce que tu mets énormément de temps, énormément d'investissement. Souvent, tu as fait beaucoup de concessions aussi et pris pas mal de risques pour en arriver là. Maintenant, je pense qu'on se doit tous de mettre nos émotions de côté, mais par contre, d'incarner la vision. Et voilà, mais je pense qu'il n'y a pas forcément un rôle qui est davantage. Les 4 pitchent aussi bien? Écoute, on va les tester. Non, mais en vrai, c'est important que, quelle Ouais, que soit bien votre sûr. fonction, que vous Ouais. soyez le premier vendeur aussi. Tu es un représentant de la boîte et Mm. effectivement, quand tu es cofondateur, tu es un sales en fait dans ta verticale. Mais tu dois pouvoir recruter, tu dois pouvoir convaincre. Et en fait, de toute façon, dans toutes les équipes de la boîte, ces compétences-là sont absolument nécessaires. On vous a dit, enfin je sais pas si on vous l'a dit, mais en tout cas, tu connais ce game du VC il y a quelques années, c'était 2 max. Ouais, Même une team de 3, c'était dur, alors 4. ouais.
On va en reparler un peu, mais je veux juste savoir c'est quoi ton Ouais, périmètre de tâches, toi? écoute, moi je veux revenir quand même sur ce que tu viens de dire. Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'adore ces sujets-là. Moi, je me suis rendu compte, tu vois, j'ai commencé par un projet où on était 2. Je me suis rendu compte qu'en fait, tu pas une manière de monter une boîte. Tu as autant de manières de monter des boîtes que tu as d'individus, entrepreneurs, sur terre. Et je pense que c'est bien aussi de faire attention parfois à pas avoir des trop grandes généralités sur, ça fonctionne de telle et telle manière. Je pense que tu as des binômes qui sont parfaits, qui fonctionnent extrêmement bien. Tu as d'autres, quatuors, on a l'impression qu'on parle de musique, qui fonctionnent très bien aussi. Je pense que ça dépend des personnalités et de ce que tu cherches et de tes complémentarités dans une équipe. Donc Et on a pris en VC, en venture capital, on a pris d'une réussite, on en a fait une vérité générale, tu dirais, sur par exemple les duos en je termes. pense que tu as des tendances. Je pense qu'un duo, c'est une bonne dynamique de base parce que voilà, tu as une complémentarité, des ownerships, et un équilibre à deux qui est très bon et qui est une bonne base. En tout cas, il peut y avoir des exceptions qui fonctionnent extrêmement bien. Et c'est comme parfois t'entends, il faut surtout pas monter sa boîte avec quelqu'un de sa famille. Et puis, tu as des familles qui sont des success stories exceptionnelles. Donc, je pense qu'il faut faire gaffe aux généralités et pas se dire, vu que je fais pas partie de cette généralité, ça va pas fonctionner. Surtout qu'en France, je sais pas si c'est le cas dans les autres pays, mais je sais qu'on est connu, en tout cas dans l'entrepreneuriat, il y a, les familles, la transmission familiale en France dans le business, c'est très important. Ouais, Bref, ce n'est c'est pas le très sujet culturel. de ce podcast. Euh, Et donc moi, je suis sur les sujets Qu'est-ce que tu m'as fait? essentiellement marketing et sales. Ok. Donc au global, c'est plus voilà, le développement de la société sur nos cibles qui sont diverses, on va en reparler, mais nous, on a une multiplicité énorme d'acteurs qui rentrent en compte dans le projet et ça part d'étudiants, de parents, de conseillers d'orientation, de profs, de proviseurs. Donc c'est extrêmement large et donc le développement, il comprend en fait plein de cibles dans leur globalité. Et on va parler du fait que vous vous adressez, mine de rien, aux jeunes. Et spoiler, tu n'es plus si jeune, Je Valentine. suis une yeuve, Ouais. comme disent les Jones. Putain, j'étais en mode, comment on dit yeuve, mais en féminin, en verlan. Yave. Bref, On là va n'est pas le inventer sujet, des mais noms. on va quand même en reparler. Ouais. Je voulais te poser cette question. À quel moment, et on va revenir un petit peu avant, à quel moment tu t'es sentie entrepreneur, entrepreneuse? C'est une très bonne question. Je me suis jamais posé vraiment la question explicitement. Moi, je suis fille de parents du milieu de l'art. J'ai une mère qui est artiste peintre et un papa qui est galeriste. Mais Et non. c'est des entrepreneurs. Et alors, c'est vrai que c'est pas des entrepreneurs de la tech comme on peut avoir en tête quand on parle d'un entrepreneur, en tout cas dans nos écosystèmes très fermés et ouverts en même temps. Non, Mais du fermé. coup, j'ai grandi assez fermé. J'ai grandi ouais, dans une famille où en fait l'entrepreneuriat c'est la base en fait. Enfin, tu as une idée, tu bosses dessus, tu as un projet de collaboration avec un peintre, Vous avec mettiez une un mot galerie. dessus? Vous parliez d'entrepreneuriat ou c'était plus de la création? Vous parliez de projet? Qu'est-ce que tu entendais à la Ouais, on maison? parlait de création. Et je Ok, pense que c'est assez. En fait, l'entrepreneuriat est une forme de création. bien sûr. Tu vas créer un projet, tu vas créer une dynamique, tu vas créer une équipe. Ça englobe tout ça. Et moi, j'ai grandi vraiment dans un milieu hyper créatif. Chez moi, il y avait des tableaux, il y avait des pinceaux, il y avait plein de Ok. trucs. Et c'est vraiment sur un coup de tête, bah, tu as une idée de peinture, de trucs, et hop, tu vas la faire. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai grandi là-dedans où on ne se met pas trop de limites, ni intellectuelles, ni manuelles, à créer un truc sur un coup de tête, quoi. Et Ok. donc, je pense qu'en grandissant là-dedans, en fait, ça m'a pas mal, disons, matrixé, disons, pour la suite, quoi. Ok. En fait, tu veux dire que créer ou te lancer, c'est un truc que tes parents t'ont inculqué sans que tu t'en rendes compte, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout le stress que la société nous renvoie vis-à-vis de ça? Ouais, absolument. Et je pense que j'ai des parents super, super inspirants là-dedans. C'est, Et il y a un j'espère qu'ils truc, nous écoutent. j'espère, ils nous écouteront. Dédicace. Quand tu as une idée, tu as une envie, juste fais-le, quoi. Et moi, ils m'ont jamais mis de barrière. Et jusqu'à un moment où je faisais un peu trop d'activités, et là, j'étais en mode, ouh là là, les gars, là, il va falloir se calmer, j'ai trop de trucs, ça devient un peu C'était quoi ça? dépassant. Alors, en fait, moi, j'ai fait sport-études danse. Ok. Donc, en gros, je Tu dansais faisais quoi? de la danse classique. Ok. J'ai adoré et j'ai failli devenir danseuse professionnelle d'ailleurs. Et en fait, j'ai décidé de. En fait, à un moment, je faisais du violoncelle, de la danse, des activités artistiques. Et à un moment, j'étais en mode juste là, j'en ai juste marre, c'est trop. Et je pense qu'il faut faire très attention de pas trop justement Se disperser, pousser. en gros. Ouais, et puis pousser parce que toutes ces activités-là, elles sont là pour te stimuler. Quand ça devient en fait trop
et que ça devient oppressant, tu peux aussi il y a plein de gens qui sont dégoûtés d'activités qu'ils ont fait quand ils étaient gamins parce que en fait, enfin, c'était devenu une contrainte plus qu'une, stimulation et là, il faut Ah, faire attention. en gros, la passion, quand il n'y a plus le côté jeu dedans, même dans l'apprentissage, tu dirais que au lieu que ça t'en procure de l'énergie, ça va t'en demander. Ouais. Genre, c'est une courbe qui baisse, qui a une sorte de plafond de verre au bout d'un moment. Encore une fois, hein, moi, c'est un exemple très personnel, mais que Non, j'ai non, mais ressenti quand je faisais, 4 activités en même temps et là, je ok. me suis dit: «OK, là, faut que je me focus sur, 1 ou 2 et que je le vive, pleinement et que j'en profite pleinement». T'as des frères, ça? Ouais, j'ai une grande sœur Ok. Elle fait quoi? et bah, tu vois, elle s'est elle aussi lancée, dans l'entrepreneuriat Ok, bah non, c'est ce vers quoi je voulais tendre, mais vas-y, raconte, elle a fait et quoi? elle a monté, il y a 2 ans maintenant, je crois, une boîte de linge de maison qui s'appelle Arlette. Ok. Et qui fait du coup, des nappes, des serviettes, enfin tout un tas de choses, magnifiques que tu peux mettre, dans ta maison, au quotidien et elle fait aussi du conseil en marketing. Alors, attends, j'ai une petite question. C'est tout simple, mais est-ce que tes parents étaient scolaires? Est-ce que tu étais bonne à l'école? Est-ce que tu as grandi avec un idéal? Là, on va tendre vers ta boîte aujourd'hui, mais de devoir faire des grandes études pour faire une grande carrière. Ouais. Ouais? Alors non, donc J'étais en oui, mode non, pas du tout. étonnant. Non, pas du tout. Mes parents étaient pas du tout dans cette logique, faut que tu fasses une grande école et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au moment, donc moi j'ai fait sport études danse comme je le disais jusqu'à la classe de troisième et là j'ai dû faire un choix en me disant: «OK, est-ce que je continue, le lycée en sport études pour devenir danseuse professionnelle?» mais auquel cas il fallait choisir un bac technologique qui Ok. pouvait me fermer des portes par la suite, heu, ou, choisir un bac, général et donc arrêter la danse, de manière haut niveau et eux, en fait, me poussaient quand même à enfin, ils me disaient: «Attends, mais c'est trop con, tu une belle, carrière d'artiste dans la danse devant toi. Est-ce que tu es sûre de vouloir, arrêter?» et c'est vraiment mon choix personnel parce que je pense que quand tu grandis dans un environnement comme ça, tu vois aussi, bah, les limites, les coulisses et tu pas forcément envie de faire exactement comme tes parents et donc moi, j'ai choisi, en fait, un track complètement différent et c'est vrai que j'ai toujours été très ambitieuse Ok. et je me suis dit: «En vrai, qu'est-ce qu'il y a de mieux, comme étude, pour faire un truc un peu généraliste, mais en même temps de» j'ai gardé ce côté, je veux faire un truc pour lequel je peux avoir une vocation, un sujet où je vais être engagée, où je vais être Mais passionnée tu tous l'as les pas matins. encore à ce moment-là. Tu t'ouvres les Non, portes pour aller le ouais, choper, mais tu exactement, quittes ta première vocation qui est la danse. qui est la danse et je me suis dit: «J'ai envie d'avoir une vie un peu plus, stable disons ou en tout cas peut-être moins créative d'un point de vue artistique, mais peut-être toujours aussi créative d'un point de vue, intellectuel». Mais juste ce côté créatif d'un point de vue intellectuel, enfin, t'arrivais à te projeter, à le voir dans des maths ou peut-être que t'as fait lettres, je sais pas quelle étude t'as fait, mais j'ai l'impression que c'est tellement à l'opposé. Moi, la question qui me venait quand tu racontais ça, c'était en mode, ça a été ta première vraie prise de décision? Ça n'avait pas été un crève-cœur aussi de Ouais, laisser... c'était extrêmement dur, Parce que j'ai là, mis tu me des dis ça en mois. mode sereine, ouais, bah, j'ai fait des études, j'étais une créa, mais bon, je me suis dit que j'allais le retrouver d'un point de vue intellectuel, puis Alors j'ai je monté une boîte. honnêtement, je suis une créa, tu me files un pinceau, ma mère, en est extrêmement triste, mais c'est une catastrophe, hein, donc vraiment, Ta non, mère est moi en j'ai PLS à côté, quoi. Si elle te voit avec un pinceau, non, ma fille. non, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'aime et tu dit le bon mot, j'aime la création, j'aime le processus de créer quelque chose. Donc, partir d'une feuille blanche. Partir d'une feuille blanche, te dire: «Ouh là, j'ai cette idée, j'ai cette envie, mais alors comment est-ce qu'on va y arriver?» et ça, je pense, c'est un peu un fil rouge dans mes choix jusqu'à présent. C'est ce truc de j'adore me lancer des gros défis, des gros challenges, des trucs qui m'inspirent énormément et ensuite je me dis: «Bon, bah, let's go». Par contre, honnêtement, je sais pas trop par où je vais commencer, mais bon, on y va et voilà et c'est vrai que j'ai toujours adoré l'école en parallèle de la danse et je me suis toujours dit, enfin, voilà, je suis assez académique aussi comme profil et du coup, je me Tu suis dit: dérisques «Tiens, ou non, tu prends quand même du plaisir à apprendre. Je veux dire académique, avoir des bonnes ouais». notes. Tu dérisques pour t'ouvrir des portes ou au contraire, c'est un truc qui te fait plaisir aussi d'apprendre et d'avoir des bonnes notes? Alors, tu peux prendre des risques en apprenant. Oui, mais bon, avoir les bonnes notes, ce que j'essaie Oui. de te dire, c'est ça faisait partie de quoi dans ton éducation, notamment si c'est pas tes parents qui t'ont Ouais. forcément dit que l'école c'était la voie qu'il fallait que tu suives. Alors j'ai quand même toujours eu des parents qui m'ont toujours dit: «Bon, c'est important d'avoir des bonnes notes et cetera», mais je pense que j'avais d'autres rôles modèles autour de moi, notamment mes grands-parents. Mon grand-père était médecin et il avait un profil extrêmement curieux, extrêmement, Entrepreneur, académique ok. aussi
Et entrepreneur aussi parce qu'il a pas mal bossé dans la recherche en médecine, etc. Donc je pense que j'avais d'autres rôles modèles au-delà de mes parents qui étaient Ok. très présents dans ma vie et qui m'ont inspiré aussi là-dessus. Et t'as fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui, en fait, assez rapidement, je me suis mis en préparation de Sciences Po parce que je me suis dit, ok, c'est un gros challenge. Je sais pas trop comment je vais y arriver, mais c'est inspirant. Et je me suis lancée là-dedans et ça a fonctionné. On va fast forward. Est-ce qu'aujourd'hui est du Mapper? Ma peur, Mapper. il n'y a pas Presque. de Et souci. du Mapper. Putain, t'aurais dû me l'envoyer à l'écrit celui-là, je te jure. Il y a le site ou pas? Non, bah non, le produit est pas encore live. On a une landing page où on Ok. explique un peu ce qu'on va faire. Bah on va le mettre quand Tu même vas dedans. pouvoir... Bah Bah non, ouais, mais bien peut-être sûr. que le podcast sera publié un peu C'est plus ça, on tard. sera Donc sûrement lancé d'ici là. voilà. Je voulais juste poser la question, est-ce que sans... Putain, elle est compliquée la question. Est-ce que EduMapper existerait? Est-ce que tu serais entrepreneur si tu n'avais pas abandonné ta carrière professionnelle de danseuse pour ensuite essayer de faire la meilleure école de sciences politiques de la Terre française, pour ensuite, tu peux nous parler de tes expériences, mais pour au Ouais. final finir entrepreneur? J'ai l'impression qu'en fait, à travers ces expériences, tu es encore allé chercher un truc que est-ce que tu as perdu quand tu as quitté la danse et que c'est la première fois que tu le retrouves en entrepreneuriat, c'est-à-dire la passion, le rêve? Tu as 5 minutes pour répondre. C'est- Je vais faire une disserte. Non, écoute, c'est une magnifique question, Yacine, et ça ne me surprend Très pas mal de posé, toi. mais c'est bien si tu as compris l'idée derrière, c'est que tu me facilites le Le fil travail. rouge. Non, écoute, c'est un sujet qui est magnifique, honnêtement. Tout est. Je pense que rien n'est perdu, en fait, dans un parcours. Et tu vois, par Tout se exemple, transforme. tout se transforme. Non, mais sans rentrer dans des généralités, si tu veux, par exemple, exemple très concret, ma lettre de motivation pour rentrer à Sciences Po Paris, elle était basée à 50% sur la danse. Et donc, en fait, si tu veux, parce que la danse, en fait, moi, j'ai fait des études en danse qui étaient assez pluridisciplinaires. J'ai appris l'histoire de la danse, euh, j'ai appris la musique, le solfège, enfin, tout ça, ça faisait partie de mon quotidien Ouais, c'est dans pas que mon de la cursus de pratique danse, c'est ça. physique. Et donc, bah, voilà, moi, dans ma lettre de motivation, je disais les sciences politiques, c'est pluridisciplinaire, il y a de la création, il y a de la rigueur, tout comme la danse. Et donc, en fait, au final, ça m'a énormément aidé pour la suite. Mais c'est ouf parce que ça, là, déjà à l'époque, on t'en Ouais. parlait, on mettait l'aspect créatif en avant quand il faut rentrer à Sciences Po. J'ai l'impression que pour moi, Sciences Po, c'était être très bon en français, en histoire, en culture G. Je suis pas sûr qu'on avait des cours de culture G à l'époque, là, au collège-lycée, mais il y avait des profils comme toi que tu as retrouvés même Écoute, à Sciences Po? ils avaient un site internet qui m'a énormément inspiré quand je préparais Sciences Po. Et effectivement, ils mettaient en valeur plein de profils comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux des bons élèves, t'en as partout. Maintenant, la question, c'est comment, eux, comment ils choisissent parmi tous ces gens qui ont des bonnes notes. Et donc, en fait, la question, c'est comment tu te démarques, comment tu fais comment tu te crées un profil aussi qui sort un peu du lot pour juste dans une logique pure de candidature, hein. Et oui, effectivement, moi, c'est ça qui m'a marqué à Sciences Po, c'est que j'ai plein d'amis en fait qui avaient fait de la musique, qui avaient fait du sport, D'accord. qui Ah, avaient ça. qui étaient vachement engagés dans des associations. Donc c'était vraiment quand même très mis en valeur. Et aujourd'hui encore, voilà, il faut que tu mettes en valeur dans ton profil quand tu candidates à Sciences Po toutes ces activités un peu extrascolaires Ouais, je vois qui ce que tournent autour, quoi. qui te nourrissent. Et je crois savoir que ça t'a nourri. Je te repose ma question, tu n'as pas bien fini de répondre. En fait, tu as répondu à la première partie, mais En du coup... partie, ouais. Non, mais je reprends, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais aussi faire tes choix en quittant la danse pour ouvrir toutes les portes, faire quelque Ouais, chose de généraliste. À quel moment et pour ensuite trouver une vocation, tu as dit? ouais, tout à fait. Quand est-ce que tu as retrouvé cette vocation? Est-ce que c'était à Sciences Po? Est-ce que ça a été dans tes premiers stages? Est-ce que ça a été avec EduMapper? Ouais. Écoute, non, c'est vrai que moi, le sujet de l'éducation, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et quand j'étais étudiante à Sciences Po, je pense que ma nouvelle vocation, ça a été la création d'une association qui s'appelle Correspondre, qui a depuis fusionné avec une autre association, qui consistait à aider des lycéens de zones d'éducation prioritaire en Champagne-Ardenne à préparer le concours de Sciences Po. Et donc, j'avais mis en Ok. place avec un cofondateur d'association une prépa, en fait, si tu veux, gratuite. On les coachait, on les faisait venir sur le campus. On avait créé un site aussi où on démantelait tous les clichés qu'ils pouvaient avoir, en fait, sur les grandes écoles. Et on leur disait, mais c'est à ta portée.
Tu as Donc un là, profil académique qui peut s'y ils, prêter. ils appliquaient pas, ils candidataient pas assez. C'était ça le combat que tu Ouais, voulais faire? déjà, on Ok. allait dans les C'était lycées, on osé, leur quoi. disait: «Osez, vraiment, là, vous avez, le potentiel pour, candidater, donc allez-y» et une fois qu'ils s'étaient motivés, là, on les accompagnait jusqu'au à l'examen final pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils apprennent aussi un peu les codes, de l'oral qui est souvent très discriminant, hein. Tu maîtrises ou pas, les codes de s'exprimer à l'oral, devant un jury, des choses comme ça et donc tout ça, on les mettait à l'aise, là-dessus. Et ça m'a passionnée et moi-même j'étais boursière et je me suis rendu compte, quand tu arrives dans une grande école et même bien avant, les inégalités qu'il peut y avoir et les inégalités d'accès à l'information. Est-ce que les inégalités dont tu parles, et est-ce que c'est pas le moment de faire une grande dédicace à tes parents, mais en fait la plus grosse valeur qui t'est donnée, c'est d'oser rêver? Absolument. C'est juste ça qu'ils n'ont pas en Champagne-Ardenne Non, Bah, mais je sais d'ailleurs, on pourra en parler de pourquoi la Champagne-Ardenne. j'ai plein de copains qui ont fait Sciences Po, avec moi, dans ma promo et qui venaient de Champagne-Ardenne, qui Ok, venaient, donc de réseaux d'éducation prioritaire. C'est vraiment effectivement l'information de: «OK, tu peux rêver, tu peux tester». Et ça, en fait, il te faut des rôles modèles autour de toi. Et ça, souvent, dans certains milieux, les lycéens n'ont pas toujours ces rôles modèles, mais s'ils les avaient, ils testeraient beaucoup plus. Et donc, c'est ça aussi qui m'a passionnée et pour lequel j'ai eu un peu une vocation. Et à part tes parents, on te disait que tu pouvais faire Sciences Po, toi, ou pas? Vu que tu étais bon élève, Oui, bah après, tu as les quand profs même? très vite Ouais? qui te disent: «Ah tiens, ça pourrait t'intéresser». Non, mais toi, tu l'as entendu de plusieurs personnes, pas que de tes parents. C'est ça ma question. Oui, je l'ai entendu de plusieurs personnes, ouais. Donc, j'ai eu cette chance-là que beaucoup n'ont pas. Bah, en fait, j'essaie. Ouais, t'as eu cette chance, mais en même temps, quand t'as eu Sciences Po, est-ce que t'étais si heureuse que ça, ou est-ce que pour toi, c'était déjà pris pour acquis? Parce que je pense à Non. des gens qui font partie de Ouais. ZEP. J'ai essayé, je vais te poser cette question de qu'est-ce que ça procure en toi Ouais. quand du jour au lendemain tu te dis je vais oser, Ouais. alors qu'avant tu ne voulais même pas te laisser penser à voilà, et en plus être accepté. J'ai l'impression qu'il y Ouais. a un avant-après quoi dans ta tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Honnêtement, moi, j'ai jamais été, enfin, ça fait partie des grands bonheurs de ma vie, ça avoir été pris dans cette école. Parce que c'était, un rêve que j'avais, Donc c'est une belle victoire pour déjà. lequel j'avais énormément bossé. J'ai fait beaucoup de concessions, enfin, c'est con, mais parfois, il y a des soirs, j'avais des copains qui allaient boire des coups, machin. Bah, moi, je disais: «Bah non, je vais aller réviser» et Comment parfois, je ça me t'allais disais réviser au lieu de boire des coups avant 18 ans? Attends, excuse-moi la Valentine. à 15 ans, je Non mais refusais il me des semble que pintes. Sciences Po on y rentre à 18 ans. Donc là tu nous as fait un lapsus. Non, au lycée, parfois, tu vois, le week-end et cetera, oui, enfin, voilà, On c'est boit ça. du champomis, bien On boit sûr. du champomis. Hem Non, mais ce que tu disais, c'est que tu as quand même beaucoup bossé dessus. Ouais, Enfin, bossé pour avoir Sciences Po. Le fait que ça l'ait eu, ouah, que tu l'aies eu, ouais, ça a débloqué en toi un ouais. sky is the limit après. Tu pouvais tout faire. Il y avait rien de. Non, parce que je pense pas que j'ai un excès de confiance en moi là-dessus, chaque challenge reste un gros niveau d'incertitude de bon, il y a quand même 50 voire plus de chances que tu l'aies pas et d'ailleurs Sciences Po, c'est quand même ce que je me répétais tout le temps. Maintenant, j'avoue que j'aime bien mettre mes œufs dans le même panier, même si c'est un peu, contre-intuitif, où je me dis: «Bah, en vrai, il y a un truc qui me fait rêver». Tu testes à fond, quitte à du coup te fermer d'autres trucs à côté temporairement, mais Mhm. si t'es prise ou si ça fonctionne, ça en vaudra vraiment la chandelle. Il y a un oral Sciences Po. Ouais. Deux questions. Déjà, est-ce que tu étais forte à l'oral? Bah, vas-y, réponds à celle-ci. J'ai mon autre question après. À l'oral, je pense que je me débrouillais assez bien, ce qui a été, plutôt, ma force, aussi parce que l'oral de Sciences Po, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas si les critères restent exactement les mêmes, mais on teste vraiment ta rhétorique, on te rentre dedans. Ok. Moi, je suis tombée face à un jury vraiment, mais qui me disait tout et n'importe quoi. Parfois, je disais un truc, il me disait: «Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites?» et là, je me Genre disais: une «OK, ouais, aberration. c'est Ah ça». ouais, putain, ok. Et là, j'étais en mode: «OK, en fait, là, il faut que je me rends compte qu'ils sont en train de me tester et que c'est limite du second degré et qu'il faut que je reste, C'est drôle, t'as dit que tu te fais tomber dessus. Est-ce que t'es pas déjà tombé sur scène avec la danse? c'est une question très niche. Et tu vas J'ai comprendre pas le ma question. souvenir. J'ai pas Est-ce le que le souvenir fait d'être d'avoir tombée été par sur terre. danse et sur scène en faisant de la danse, Ouais, je considère que c'est se mettre à nu. Est-ce ouais, que arriver et te faire rentrer dedans et te faire tomber dessus, ouais. comme tu dis, par des mecs qui vont savoir si tu peux rentrer, enfin qui vont décider si tu peux rentrer ou pas à Sciences Po, c'était pas si flippant que ça pour toi au final. C'était super flippant et en même temps, j'ai vu ça comme un jeu, en fait. Je me suis dit: Ok. «Écoute, ça fait 1 an et demi que tu bosses pour cette école, maintenant tu plus rien à,
enfin, t'as tout à perdre si t'es pas prise, mais à la fin Bah de la oui. journée, les jeux sont faits. Donc, en fait, juste vas-y. En fait, je me suis dit, vas-y et profite du moment aussi. Parce que c'est ton oral de Sciences Po. Et en fait, Ah oui, t'es une éternelle optimiste en fait. peut-être. Après, il y a toujours une part de moi qui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, voilà. Mais bon, à la fin de la journée, j'aime bien me dire, bon, allez, bah, tu sais pourquoi t'es là. Et... Bon, ben, ma question était là-dessus. Moi, j'ai eu un rapport à... Bon, j'étais bon élève, ça va. Enfin, j'étais pas mauvais Ouais, élève. raconte un peu, toi, comment tu... Moi, j'aimais pas l'école parce que j'ai compris un énorme décalage entre Ah ouais. ce qui me remplissait de bonheur, moi, Ouais. et ce qui remplissait de bonheur mes parents, la société, etc. Et j'ai eu des trucs de ouf, hein. Moi, j'ai eu des avertissements toute ma vie. J'ai eu Ok. des avertissements de conduite au premier semestre. Après, mes darons, ils me prenaient, mais laisse tomber, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Ils me disaient, tu vas te faire virer de ton lycée, nanana. Mais genre, le semestre d'après, j'étais deuxième de ma classe. Ok. Je me pinçais les wads en cours pour pas parler. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y avait Ouais. un truc et que Ok. j'avais une idée... Moi, je voulais faire des Ouais. blagues. Je dis pas que je voulais être stand-upper, mais aujourd'hui, je fais un peu de stand-up. Donc, je me dis, ok, il y avait une vibe artistique. Mais pour autant, mes parents m'ont toujours dit, ouais, t'es cartésien, t'es comme ton père, nanana, Ouais. doctorat central en maths. Moi, j'ai dit, ok, je vais faire un G. J'ai pas du tout fait ça. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est que moi, le rapport a toujours été anxiogène. Et je Ok. considère, d'ailleurs, j'étais en train de marcher ce matin, j'étais en mode, putain, je suis fatigué. Et j'étais en mode, putain, c'est cool quand même de traverser Paris pour juste aller poser des questions à des gens et être payé pour Ah, ça. c'est génial. I love my job. Merci les gens de nous écouter. On ferme la parenthèse. La dernière fois que j'ai vraiment stressé, et je fais encore des rêves là-dessus, Ok. c'est parce que j'ai l'impression de passer le bac demain et que je suis pas prêt, et que j'ai l'impression de passer les examens et que je Ouais, suis pas ok. prêt. Ouais. Et en fait, quand je te parlais de l'oral, j'allais te poser, c'est quand la dernière fois, à part cet oral ou depuis cet oral, où tu as dû avoir une période de stress où tu sais, tu vas être jugé sur un moment, sur une Mm. heure, sur, tu vois, tu as bossé peut-être pendant 1 an ou 2 pour préparer Sciences Po, Ouais. mais si le jour J t'es mal, si le jour J tu vois, il y a un truc qui se passe pas bien. Bon, tu l'auras compris, moi je gère mal mes émotions. Ouais, non, mais je Mais vois un toi, j'ai peu. l'impression que c'est serein. Donc, ouais, est-ce que tu as déjà reflippé à ce point-là ou est-ce que même déjà tu flippais? J'ai l'impression que pas trop, mais. En fait, si tu veux, je pense qu'il y a un peu ce sujet-là aussi de... On m'a jamais forcé à faire un truc. Ok. Par exemple, Sciences Po, je l'ai pas préparé parce que mes parents me disaient ce serait vraiment bien que tu fasses cette Tu l'as fait par école. conviction. Et je l'ai fait par conviction et du coup, je me suis toujours dit de toute façon, je vais pas décevoir des gens autour de moi. Et c'est une chance hein, parce que pas tout le monde peut dire ça aussi. T'as Mm. beaucoup de gens qui sont sous pression de leur père, de leur famille, etc. Enfin, père, P-A-I-R. Ouais, compris. Et donc Père moi, et j'ai eu mère. cette chance aussi de me dire, bah en fait, de toute façon, si ça fonctionne pas, bah c'est pas grave et ce sera surtout toi qui seras déçu à la fin. Mais souvent, j'essaye de pas trop sacraliser le moment en me disant tout se joue maintenant parce que tout ça, c'est une pression en fait que tu crées et que tu construis par toi-même. Et T'as pas l'impression de devoir performer pour le moment pour autant, pardon, quand tu si parles d'un truc à complètement. l'instant T. Si, complètement. Et il y a un stress, bien évidemment. Souvent, je suis très stressée avant, mais sur le moment même, le moment même, je me dis, bon, bah écoute, on y est, donc let's go, quoi. Aucune corrélation avec la danse. Et alors, si, complètement. Ah, mais en fait, c'est ça depuis tout à l'heure. Bah, on tourne en rond, quoi, mais bon, Moi, quand je suis même. dans mon tunnel, tu sais, je vois pas du Stress, tout. non, je vois pas. Lâcher la danse, non, je vois pas. Me mettre à poil devant je sais pas combien de personnes alors que j'ai 10, 12 ans. Alors, j'ai pas fait ça. Hein. Non, mais à poil. Moi, je parle à poil parce que je parle du principe que même quand je fais des interviews on stage, bon, ce que les Ouais, gens voient pas, c'est que moi, je renvoie juste la balle, donc ouais, ça bien sûr. va. Mais putain, si tu bafouilles 30 secondes, t'es tout Ouais, seul, t'as l'impression que tous les gens qui te regardent, c'est toi-même qui ouais. te regarde, Ouais, tu bien vois. sûr. Non, écoute, la danse, moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est le côté esprit d'équipe. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, quand on arrive sur scène, on est tous là pour faire le meilleur spectacle possible. Et en fait, on s'appuie tous un peu les uns sur les autres. Et s'il y en a un qui est un peu en difficulté à un moment donné, ben, en fait, l'autre, il va l'aider, etc. Et c'est aussi pour ça que je suis contente aujourd'hui de m'associer avec 3 personnes. Parce qu'on ressent vraiment cet esprit d'équipe. Et du coup, je trouve ça génial en fait quand tu as des challenges ou des défis ou des choses qui sont difficiles d'être plusieurs parce qu'en fait en réalité ça t'aide à mesurer le risque et surtout de te sentir en fait t'es pas là juste pour toi, t'es là pour une équipe et ça c'est quelque chose qui me drive énormément. Jusqu'à présent, c'était toi et ta personne que tu servais dans tes projets, à part peut-être aussi ce que tu as fait en associatif à Sciences Po, mais le reste, c'était toi et ta carrière, quoi. Non, j'ai jamais fait les choses vraiment seule. Ok. Tu vois, mon asso, on était 2, puis après on a recruté plein de personnes qui nous ont Je aidés. pense plus à la danse ou Sciences Po, tu vois.
Sciences Po, c'est vrai que c'était un challenge que je me suis fixé toute seule. Ok. Et effectivement, j'étais toute seule à candidater. Après, tu vois, la préparation, je l'ai fait avec un ami. Ok. Donc, tu as Tu vois, besoin de partager aussi exactement, ça. j'aime bien Ouais, c'est ça. Et intéressant. tu vois, tous les samedis, on se retrouvait, on passait une demi-journée dans un café, on relisait l'actualité, on se posait des questions, enfin, on faisait plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai jamais fait vraiment les trucs en grande solitaire, en fait. Moi, j'aime bien m'entourer de gens que j'admire et qui me stimulent. Et après, on y va ensemble. Et d'ailleurs, on a tous les deux été pris et on s'est mis en coloc après. Alors, tu vois. Ouais, trop cool. C'est toujours ton pote? Et c'est toujours un ami. J'allais dire quand même. Faudra couper ça. Non, je rigole. On le salue. Je voulais te poser ces questions. On va revenir là-dessus. C'est clair, net et Ouais, précis. C'est pas l'entourage pour moi, c'est le collectif. Et je vais aller plus loin. L'idée que bah, tu te rassembles avec des gens, mais tu sers d'autres personnes. Vous servez même pas vous, vous ouais, servez ces prochaines générations. On va parler de tes cofondateurs, on va parler de la cible, de l'audience. Avant ça, je vais revenir. On était quand même en train de tourner autour dessus, sans vraiment rentrer dedans, mais on en a parlé en préparant ce podcast. Tu m'as dit que chaque décision que tu prends, qu'elle soit professionnelle comme perso ou scolaire, ouais, ne vont pas dicter ta life, ne vont pas dicter, tu vois, juste avant, on parlait de s'ouvrir des portes, de choses comme ça. ouais, Nous, quand on prend des décisions et qu'on a 15 ans et qu'on décide de rester ouais. en général ou d'aller en pro, par exemple, après le brevet, il me semble, je pense que la plupart des gens se disent, pareil, pour s'ouvrir des portes. Donc moi, je le lis à l'inverse. Ouais. C'est pour s'enfermer le moins possible. Tu vois, à quel moment... Bon, ça, j'ai l'impression que toi, tu l'as déjà. Mais je sais que ça fait partie, en tout cas, des messages que tu veux porter. Ouais, Euh, absolument. ouais, parlons un peu de cette société. Comment ça se fait, tu vois, qu'on soit tous, pas tous, mais qu'on soit un peu éduqués avec des attentes et qu'on se dise, faut que je maximise. Et j'ai ce sentiment, même en allant un peu plus loin, on a la chance d'être dans un écosystème entrepreneurial où les gens travaillent et agissent par passion, en tout cas pour la Ouais. plupart, j'espère. Mais putain, notre société, combien ont 50 piges et se réveillent et se disent, ok, j'ai fait tout ça, et même si je gagne 100K par an, enfin, putain, bon, je vais pas parler, j'ai déjà plein de jobs dans ma... Non, mais j'ai des rêves dans ma tête de jobs qui gagnent beaucoup et je suis en mode vraiment, t'as passé 40 ans à faire ça Ouais. de ta life et à rendre une boîte Mmh, mmh, mmh. américaine en France plus riche. Ouais. Voilà, je vous laisserai voir plein d'exemples. Là, on parle de l'orientation. Donc, que ce soit l'orientation académique pour les études ou l'orientation professionnelle. En fait, tu t'orientes. Le processus d'orientation, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est un processus qui est continu et qui commence quand tu commences à prendre conscience de la vie. Donc, t'as quoi? T'as 4-5 ans, tu commences à comprendre qu'il faut que tu aies des petits choix à T'as même faire. pas conscience de toi, tu me parles 4-5 ans conscience de la vie, t'es vraiment trop mature pour Non, nous, mais tu sais, Valentine. genre, non, mais à 4-5 ans, voilà, tes parents, ils vont dire, ah tiens, est-ce que tu veux faire du bac à sable ou du piano? Bon, bah là, déjà, c'est des micro-choix un peu d'orientation que tu fais Bien dès cet sûr. âge-là. Et jusqu'à ta retraite, enfin, même jusqu'à ta mort, en fait, en réalité, tu t'orientes en permanence. Tiens, en fait, l'orientation, c'est de l'allocation de ton temps, quoi. Et c'est. Pourtant, quand on dit Ouais, orienté, je sais pas, je vois la boussole, je me dis on va vers une direction. ouais, Et là, tu absolument. dis bac à sable versus piano. On sait tous qu'un gosse qui fait 4-5 ans du bac à sable, demain il peut faire du piano et après-demain du foot. Ouais. Pourquoi quelqu'un qui commence, je sais pas, on va être même très technique en métallurgie, il peut pas se réinventer après 10 ans de carrière pour entrer dans l'éducation? Pourquoi psychologiquement on n'a pas ça, nous? Ouais, là, tu parles uniquement des contraintes psychologiques parce Que que psycho. tout Bah est après, on peut possible parler de plein aujourd'hui. d'autres choses, mais moi, je pense que les plus grosses Ouais. barrières, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, est-ce que ça doit être d'autres formations qui s'ouvrent à nous pour se réinventer tout le long de notre carrière, que ce soit pro comme Ouais. scolaire, ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses que le plus gros frein, il est mental en fait? Le plus gros frein, il est, je dirais, il est double. Il est mental, effectivement. Donc Culturel même. et surtout, ouais, moi, Ouais. je pense que le plus gros frein, en réalité, il est sociétal, culturel. C'est-à-dire qu'en fait, tes choix d'orientation sont quand même la résultante de ce que tu as vu autour de toi, de ce que tu as observé, du champ des possibles. Et c'est là, en fait, la réalité sur les inégalités d'accès. Et encore une fois, hein, je reviens aux inégalités d'accès à l'information. Et nous, qui est un driver chez EduMapper, c'est OK, en fait, j'ai ce champ des possibles. Hmm. Pour certains, c'est 2 ou 3 métiers parce qu'en fait, dans leur famille, il n'y a que 2 ou 3 métiers. Et ils se disent, je dois m'orienter, donc je dois choisir parmi ces trois. Et Parce que c'est ceux que je connais, c'est ceux qui sont validés dans mon inconscient. exactement. Ok. Parce que s'orienter, c'est choisir un métier. Et j'ai que ces 3 exemples autour de moi. Et donc, je vais choisir parmi ces trois. Et puis, tu as des étudiants qui grandissent dans des familles où on leur dit, mais non, mais regarde, tu as ce champ des possibles. Tu as des milliers de choses que tu peux faire et ça t'ouvre.
Et par contre, ça peut être aussi très oppressant. J'allais te dire, toi, le fait que j'ai l'impression que c'est plus de cette trempe, tes parents, non? Cette deuxième partie de dire tout est possible dans la vie, en Ouais. fait, ma fille. Ah bah moi, ça T'as c'est pas un truc flippé, c'est un truc qui m'a énormément, angoissée et c'est vrai que je faire me le bon disais choix? et en fait, tu sais, je disais: «Ah, c'est une chance d'avoir des parents qui m'ont laissé, la possibilité sur tout». Mais parfois, c'est une source de stress qui est énorme parce que tu te dis à la fin de la journée: «Si je fais le mauvais choix, en réalité, je le devrais qu'à moi-même». Je pourrais pas, refiler la patate chaude à mes parents et dire, «Ouais, mais c'est vous, vous m'avez forcé à faire ci alors que j'en avais pas besoin ou pas envie». Mais en fait, du coup, cette hyper responsabilité que j'ai eue très, très jeune, en fait, c'est aussi une source de stress, quoi, qu'on se le Ouais, dise. je vois très très bien. C'est drôle, depuis tout à l'heure, je te regarde et derrière, t'as quand même Kanye West, premier album, The College Dropout. Donc voilà. C'est Je crois énorme. pas que tu es college dropout, toi, Non, moi, je mais suis plutôt la bonne élève, un peu, pas très avançons pas dans très fun. EduMapper. Ouais. J'aimerais comprendre, toi, à titre totalement personnel, qui est-ce que tu essayes de servir à travers ce projet? J'ai pas l'impression que c'est toi plus petite, parce que j'ai pas l'impression que tu t'identifies aux besoins des gens que tu sers. Est-ce que je me trompe? Il y a quand même un peu de moi petite, même si je sais que je suis pas la cible exacte parce que moi je fais partie, de la catégorie, j'ai une idée bien précise, je me suis full documentée, à ce propos et puis je fonce. Et Mais puis tu peux j'ai oser. bien conscience ouais Tu peux et déjà oser y j'ai pas rêver, la toi. barrière Mhm. culturelle ou mentale pour me dire, «OK, en fait non, attention, machin». Mais je veux servir les étudiants et justement tous ceux aussi qui n'ont pas eu accès, à l'ouverture culturelle de «Vas-y tente, te Mhm. mets pas de limite» et tous ceux qui n'ont pas eu l'information, les rôles modèles, Se ce dire que c'est champ des possible. possibles exactement et c'est pour ça qu'avec EduMapper, on va pas résoudre tous les problèmes, mais si à notre échelle, on peut déjà permettre de donner accès à une information de qualité sur l'orientation, sur le champ des possibles, sur comment on y accède, sur les débouchés professionnels, sur des rôles modèles, des exemples d'étudiants qui ont eu des parcours parfois assez atypiques et qui se sont retrouvés dans telles et telles études, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait après. Si on arrive à déjà permettre aux étudiants et aux lycéens partout en France Mhm. d'avoir accès à ces informations-là, je trouve ça génialissime. Et ce sera déjà une très très belle étape. Et on est d'accord que l'idée, c'est pas juste de dire ah salut, il y a cette formation, elle est possible. Je pense qu'il faut un peu plus manipuler les gens. Et je vais rentrer dans l'éducation. On dit qu'un enfant n'écoutera jamais tes conseils. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il reproduit ce que tu fais. Au moindre faits et Ouais, gestes, tu vois, bien il fait du sûr. mimétisme. Ouais. La question est la suivante. Ça va faire une très belle intro, je pense, sur les premières étapes de EduMapper. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi du produit, de la tech que vous allez utiliser, mais est-ce que tu peux aiguiller des gens dans leur choix si tu n'arrives pas d'abord à leur montrer qu'ils peuvent se projeter, à leur montrer que c'est possible, et dedans, pour montrer que c'est possible, est-ce que la meilleure des manières, c'est pas juste de rendre visible des gens? Ouais. Rendre visible, c'est déjà beaucoup parce que rendre visible quelqu'un, c'est quelqu'un qui a un message à transmettre et donc si tu rends visible tu vois, toi, tu as un métier où tu rends beaucoup visible les gens Mhm. et chaque personne qui vient ici, c'est une personne qui a un message à transmettre et donc au final, le fait déjà d'avoir écouté ton podcast, tu te dis: «Ah bah tiens, et si c'était fait pour moi? Et si, je pouvais le faire?» Est-ce que j'ai bien compris, Ça- j'espère que j'ai bien Tu as compris l'objet du magnifiquement podcast. compris. Carrément, à la fin, tu dois te dire, putain, il est très con ce Yacine, son invité un peu plus smart, mais enfin bon, ça Un reste peu des chelou. humains. Non, mais c'est vraiment ça, c'est de se C'est dire, ça, pourquoi pas moi, quoi. c'est pas des mecs de, c'est pas, Ouais, ils ont rien de fou, et on n'a rien de fou. Ni toi ni exactement. moi, hein. Non, Je non, bien considère sûr, juste que on fait des choses peut-être avec envie et qu'on a eu la chance d'avoir des privilèges dans l'éducation. Et absolument. encore, moi, j'ai pas eu ceux que toi, t'as eu, qui sont tu peux rêver, oser. Moi, j'ai une colère vis-à-vis de la société qui est putain, à quel moment vous alliez me parler de l'entrepreneuriat? Ouais, Et heureusement que je suis marocain et qu'au Maroc, l'entrepreneuriat, c'est un truc, mais genre tout ouais, le c'est monde est ça. commerçant Ouais. dès que t'as 5 ans, quoi. Oui, c'est très culturel, en fait, Exactement, l'entrepreneuriat. mais Ouais, pourtant en France, bah, ma mère est prof, mon père a bien dérisqué ouais. sa carrière, donc c'est pas trop dans la culture. Excuse-moi, je t'ai grave interrompu, mais du coup tu me disais que oui, en effet, c'est en écoutant ou en regardant que tu peux commencer à te projeter. Ça va être quoi du coup la première étape pour vous chez EduMapper? Écoute, nous, on a vocation à référencer toutes les formations qui existent en France et certaines déjà à l'étranger.
On va y aller par étapes, mais en tout cas, c'est une des premières étapes pour nous. Et pour chacune d'elles, on va te dire les conditions d'accès à cette formation. Donc, par exemple, pour Sciences Po, ah bah tiens, si tu es boursier, c'est gratuit. Ok. Ça, c'est une information qui a énormément de valeur pour un étudiant parce que tiens, il va se balader sur la fiche Sciences Po, puis il va se dire, ah oui, en fait, ok, C'est vraiment les il y a ça thunes qui est qui sont possible. bloquantes. Tu as énormément de facteurs qui peuvent être bloquants. Maintenant, effectivement, l'aspect financier est un gros facteur, hein. Quand tu as une famille qui n'a pas beaucoup de ressources, malheureusement, tu vas aussi toi-même te limiter géographiquement déjà. Mhm. Et puis aussi, tu vas te dire, bah tiens, je vais peut-être privilégier des études assez courtes, ou rapidement, je vais pouvoir faire de l'alternance, ou je vais pouvoir travailler et rentrer dans le monde du travail et gagner ma vie. Ok. Et donc, il y a plein de biais comme ça, des automatismes que les gens ont en fait très rapidement en se disant bah tiens, vu que je suis dans telle situation, alors. Et nous, on voudrait en fait ouvrir le champ des Casser un petit possibles peu là-dessus. ces silos. Ok. Absolument. Et comment on fait? Et comment on fait? Donner l'information. Donc en C'est fait, que du référencement, tu dirais? Juste dire ça c'est possible. Il n'y a pas une manière un peu plus. Parce que même si tu mets un truc noir ouais. sur blanc. Alors effectivement, donc nous, on va avoir en tout cas tout un tas d'informations et donc cette logique vraiment informationnelle qui est assez classique, hein, mais de se dire, voilà, pour toutes les formations, tu as les conditions d'accès, Hmm. tu as ce que tu vas apprendre et tu as les débouchés professionnels. Alors ça, je l'ai. Ok, bah, très bien. On a ce framework-là qui est assez universel et ça va te permettre de comparer un BUT avec une prépa, un BTS avec une licence. Enfin, on essaye de designer un produit qui soit le plus facile possible pour justement rentrer dans cette comparaison, dans cette découverte. Après, il y a un deuxième accès où là, on va y aller progressivement parce que dès le lancement, on ne va pas pouvoir tout faire. Mais là, ça va être cet aspect plus de guide, effectivement, et c'est ce que tu mentionnes. Et là, c'est je renseigne des informations sur moi en tant qu'étudiant, j'ai tel niveau de notes, j'ai tel budget, j'ai telle contrainte géographique ou que sais-je. Et là, on va t'ouvrir le champ des possibles en te guidant. Donc toi, tu Euh, rentres un petit peu tes infos, ouais, tu rentres les variables de l'équation et toi, tu exactement. ressors les Et là, on va propositions. pouvoir guider la personne, donc être plus dans une logique d'accompagnement, effectivement. Donc, tu as vraiment deux logiques, accompagnement et information. C'est intéressant parce que déjà, d'un point de vue scolaire, est-ce que vous vous êtes rendu compte, tu peux nous en parler, mais je suis sûr et certain que tu as fait pas mal d'échanges aussi avec cette Gen Z. Ouais, Parce que énormément. spoiler, enfin, tu es yeuf dans cette Gen Z, quoi. Non, mais Mais j'en fais partie, mais j'en fais partie. tu disais que je sais plus si tu le disais en on ou off, mais qu'en gros, dans ta génération, il y a des Ouais. gosses qui ont 15 ans, quoi. Mais exactement, et c'est pour ça que ça me fait toujours marrer ces définitions Gen Z, Gen Alpha. La Gen Z, ça va de personnes qui ont 27 ans, donc mon âge, les doyens de cette C'est ça. génération, jusqu'à des personnes qui ont 15 ans, quoi. Et c'est vrai Et que tu les connais pas, ceux qui ont 15 ans, leurs besoins aujourd'hui. bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je les connais de plus en plus parce que c'est vrai que ça fait 1 an que je passe quand même beaucoup de temps avec eux. Mais effectivement, j'ai pas exactement la même manière de penser ni d'agir qu'une personne de 15 ans et encore heureux. Sinon, ce serait un peu inquiétant pour moi quand même. Bah, justement, là-dessus, je voulais te demander un peu c'est quoi leurs attentes. Moi, j'ai remarqué un truc. Déjà, tu as dit qu'il fallait lier le scolaire avec le pro, un petit peu voir les débouchés professionnels. Ouais. Moi, je me souviens, même quand tu fais Sciences Po à l'époque, tu as 18 ans ou Ouais. 17 ans et que tu commences à regarder, tu maximises tes chances et tu ouvres le plus de portes. Mais Ouais. t'en as aucune idée de ce qu'est un mec, même à 17-18 ans, je les vois tous, ils veulent Ouais. faire finance à notre époque en tout cas. Ils ne savent pas ce que Ils c'est. savent pas ce que c'est. Et même quand ils commencent, enfin je veux dire, les 3 quarts qui veulent faire M&A, qui vont manger des slides pendant les 2 prochaines années, enfin les 2 premières années, c'est pas ça le job qu'ils Non. voulaient faire. Comment tu fais pour que, déjà pour qu'ils puissent se projeter, et je lis ça avec le fait de te guider dans ta carrière, comment tu fais pour que tes choix, et non tes soins, ne soient pas anxiogènes, mais soient par conviction? Comment tu fais pour leur dire que le choix que tu fais là Ouais. va t'aiguiller, mais ça veut pas dire que tu peux pas retourner ou rechoper une autre voie après. Écoute, j'ai pas tous les éléments de réponse en termes de produits, ce qu'on va faire, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que effectivement, bon, moi j'ai passé 1 an, j'ai interviewé des centaines d'étudiants, j'ai fait à la fois des études quantitatives sur et aussi du qualitatif, hein. Donc en fait, on s'est fait des salons de l'étudiant et tout. On a pris des étudiants sur le vif. Tiens, t'en es où? Qu'est-ce qui t'intéresse, etc. On a aussi fait des trucs beaucoup plus long terme où on les a accompagnés. On a pris des gens il y a 1 an et puis on les a accompagnés tous les mois. On les a interviewés. C'était Pour voir passionnant. l'évolution. Ok. Et effectivement, t'as de tout. T'as des étudiants qui ont une vocation depuis qu'ils sont petits, veulent faire pompier.
bon, bah, ces gens-là, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quelles sont les études, Pour y aller, quoi. quelles sont Ouais. les meilleures études pour maximiser mes chances d'être pompier demain. T'en as qui savent à peu près ce qu'ils veulent faire, une école de commerce, une école d'ingé, mais ils n'en savent pas plus. Et puis t'en as qui sont complètement perdus. T'as des milliers de possibilités. Une chose est sûre, c'est que c'est un processus qui est itératif et qui est long. C'est-à-dire qu'un étudiant que tu prends à un moment donné, 3 semaines après, il sera déjà peut-être un peu plus mature sur son projet parce qu'il aura parlé à des gens, parce il se sera renseigné, parce qu'il aura vu des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à se projeter. Et pour ça, effectivement, il n'y aura pas que des informations sur les formations, mais aussi sur les débouchés professionnels et sur, OK, qu'est-ce qu'un product manager? Qu'est-ce Clairement. qu'un business developer? Alors tout ça, pour la majorité des gens, vraiment, c'est beaucoup de bullshit. Mais attends, enfin, je sais pas, on peut prendre nos darons Ah ouais, bien sûr, qui bossent pas dans ça, exactement. ils Et comprennent encore pas une forcément. fois, pour moi, c'est du role model. Donc c'est une vidéo d'un product manager qui te dit, bah voilà, ma journée c'est ça, là je fais ça, et voici les challenges que j'ai au quotidien. Ah, ok, parce que moi j'allais dire, et puis, enfin, en fait, il faut parler à cette prochaine génération en Ouais, direct et parler leur langage. ouais. Moi, je pense, ça c'est une parenthèse, mais je parle à toi. Qu'est-ce qu'on fait de la Valentine qui, je sais pas, est boursière, je sais pas où est-ce que tu as grandi, mais potentiellement pas à Paris, donc, ou en Ouais. région ou quoi, qui n'a pas de parents artistes, mais qui, elle, a cette fibre artistique, qui est bonne élève, bref, qui est comme toi, Ouais. mais qui n'ose pas rêver comme toi. Comment on fait pour lui dire que, bah, tu sais, il y a une meuf exactement comme toi, elle a fait ça il y a 2 ans, elle est rentrée à Sciences Po, enfin, il y a Ouais. quelques... Comment on fait, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah ça, c'est tu pousses du contenu. Donc Donc ça va être beaucoup de créa de contenu ouais, on pour va vous? faire beaucoup, Ok. beaucoup de contenu. On va être très présent sur les réseaux sociaux, sur du TikTok. En fait, effectivement, moi, j'ai pas l'âge de ma cible, mais après avoir été beaucoup à l'écoute, j'ai quand même compris déjà de un comment ils s'informent, quels sont leurs comportements. Et ce que j'ai TikTok? compris aussi, bah, TikTok, bien évidemment. Ok, Bah, d'ailleurs, c'est c'est ça, le réseau social le plus influent sur ouais, cette cible. et c'est leur moteur de recherche C'est numéro un. devenu Ouais, un moteur de recherche. Nous, on se rend compte effectivement, qu'il tape formation, ingénieur sur TikTok. ok. Donc, ça devient aussi une source d'information. Et donc là, en fait, si grâce à EduMapper, ils ont accès à une vidéo, par exemple, d'un étudiant qui vient de Champagne-Ardenne, qui a grandi, je sais pas, à la campagne, dont les parents sont vignerons, et qui, en fait, leur dit, bah non, mais regardez, moi, j'ai fait une école d'ingénieur top 3 sur Paris. Mhm. Alors, on veut pas pousser les gens à faire des grandes écoles juste pour pousser les gens à faire des grandes écoles, mais qui se disent, ok, ça, c'est une possibilité Ouais, qui peut être si intéressante. ton prof de maths te dit que c'est pas possible, bah Exactement. TikTok te montre que ça Et l'est, il y quoi. a plein, plein de trucs qu'on voudrait faire. Mais donc ça, donc du contenu poussé, intéressant pour ouvrir le champ des possibles, de la mise en relation avec des étudiants. Ok, bah tiens, est-ce que je peux parler à cette personne? J'aimerais bien lui demander enfin voilà, le processus décisionnel qui l'a amené jusqu'ici. Mhm. Et voilà, enfin, je pense que déjà de la mise en relation, du contenu et de l'information, déjà si on arrive à faire ça, et c'est ce qu'on va faire, je pense que ça peut quand même beaucoup aider. On dit que la Gen Z ne cherche plus autant l'argent que peut-être notre génération ou celle d'avant. Et peut-être même aussi, j'ai l'impression, la validation sociale qui est un peu moins. J'aimerais savoir qu'est-ce que toi, t'as vu chez eux? C'est quoi leurs attentes? Et est-ce que quand on parle de product et de business développement, ils te regardent en mode arrête avec ton bullshit et dis-moi, ok, bon, bah lui, il comprend que le client, il veut que le bouton il soit là. Bon, bah Ouais, on va le mettre là. Et ouais, c'est 10 fois plus simple en ouais. fait. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de préjugés sur cette Gen Z, et il faut faire attention à pas trop mettre des étiquettes, parce que ça crée aussi un fossé entre les générations, Bien parce que sûr. souvent on dit oui, la Gen Z, bah maintenant elle pense comme ça, elle fait comme si. En fait, la Gen Z, elle est multiple, encore une fois, et surtout, chacun, en fonction du milieu d'où il vient, en fonction de ses aspirations, a des logiques différentes. On a discuté avec plein d'étudiants pour qui bien gagner sa vie, c'est important. Parce qu'ils ont pas forcément, enfin voilà, ils sont parfois issus de milieux où l'argent, en fait, c'est pas un acquis, c'est quelque chose. On se bat au quotidien pour gagner sa vie, et donc ils ont très envie de bien gagner leur vie, c'est un critère, et non, ils s'en fichent pas, non. Ok. Et d'ailleurs, très très bien gagner leur vie, c'est un rêve pour eux aussi.
plus que parfois avoir de l'impact. Donc tout ce bullshit qu'on te dit de limite, Non, mais je pense ils que s'en tu as des foutent du tendances. salaire et ils veulent du sens. Tu as des tendances et je pense que tu as des tendances effectivement vis-à-vis des générations précédentes. Mais attention à pas mettre tout le monde dans des cases. Hmm. Et la quête de sens, parfois, c'est aussi quand tu viens d'un milieu qui te permet de penser à autre chose aussi que gagner des sous à la fin du mois. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu as plein de biais et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis pas capable, je pense, de te sortir Un des truc généraliste. généralités là-dessus parce que, et c'était une de mes grandes surprises et aussi celle de mes associés, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, on a beau pas avoir le même âge qu'eux, on a beau avoir des préjugés, à la fin de la journée, ça reste une problématique universelle et intergénérationnelle que de s'orienter. Bien sûr. Et nous, on veut bien éviter. En fait, quand tu t'orientes, il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. Tu as envie de parler avec des lycéens qui ont ton âge parce qu'ils sont dans la même situation que toi et que c'est cool du coup d'avoir ce côté un peu empathique. Ah bah oui, bah toi aussi t'es en galère, toi aussi t'es perdu, ok, bon bah ça me soulage, je suis pas tout seul. Tu as envie de parler à des étudiants, qui est d'ailleurs la source d'information la plus fiable pour les étudiants, enfin pour les lycéens, de gens, ok, bah lui il a été pris dans un BTS, ah bah En tiens, études supérieures, tu veux dire. ouais, études supérieures. Tiens, il a été pris, bah tiens, j'ai envie de savoir ce que c'est que son quotidien, son retour d'expérience, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a pas aimé. Tu as aussi envie de parler à des gens qui sont dans le monde professionnel, des amis de tes parents, des profs, enfin, en fait, des gens aussi qui sont sur le terrain depuis 10 ans et qui te disent attends, t'inquiète, attends, le choix que tu fais maintenant, il va pas déterminer ta vie. Moi, je me suis réorientée 3 fois, c'est totalement OK. Et puis, tu as Il y en aussi a pas envie de beaucoup. parler. Quoi? Alors, sur cette dernière partie, Ouais. pas beaucoup qui prennent la parole en te disant vas-y, Et chill, non, bien tu sûr. peux faire. Sachant qu'on dit que notre génération Ouais. va faire 17 métiers dans leur vie. Ouais. Je crois qu'il y a un truc comme ça, alors que nos parents, c'est quoi, 30 ans dans la même boîte. C'est très différent. Bon, sauf tes parents, mais. Bah, ils ont leur propre boîte. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on se rend compte que c'est pas un sujet de ne pas avoir le même âge que notre cible. Maintenant, c'est important de l'écouter, passer du temps avec elle au maximum et surtout de s'entourer d'ambassadeurs. Tu vois, là, on est en train de monter tout un réseau de lycéens, d'étudiants qui vont nous aider et qui vont parler directement aussi aux lycéens et étudiants. Donc, on n'a pas besoin, nous, d'incarner ou de systématiquement être ceux qui vont parler à. Tu vas montrer ta tête. Et je vais montrer ma tête. Et Sur je la montre TikTok. aujourd'hui. Non, mais sur TikTok. La chaîne doit y aller Sur ça, sûrement quelques vidéos sûrement, bah, justement pour prendre la parole en tant que ok, moi je suis rentrée dans le monde du travail, voilà ce que c'est, voilà les opportunités, voilà les questions que je peux poser et justement en tant qu'ambassadrice de personnes qui sont déjà rentrées, qui ont terminé leurs études. Alors mes associés sont donc les cofondateurs de Meilleurs Agents. Ouais. Quelle est l'importance d'avoir justement des personnes qui Ouais. n'ont pas forcément ton âge et plus d'expérience? C'est pas une importance, je pense que c'est une très grande force aujourd'hui. C'est d'avoir une équipe de 4 cofondateurs avec effectivement des parcours complètement différents. Eux, ils ont déjà monté une boîte, donc ils ont monté Meilleurs Agents, qui a été une très belle success story, qu'ils ont revendu. C'est une aventure qui a duré 12 ans. Tu vois, ils ont passé 12 ans ensemble en tant que cofondateurs avec un quatrième associé qui s'appelle Pascal et qui lui reste dans l'immobilier. Donc, j'ai adoré remonter un truc avec lui, mais c'était pas l'objet d'EduMapper pour lui. Mais si tu veux, je pense que c'est notre très grande force aujourd'hui, c'est que quand il y a un sujet, une problématique, on a différents angles de vue et en fait tout simplement différentes générations. Tu vois ton truc, toi, de la jeune, et Bon, j'imagine que c'est important que vous puissiez tous vous challenger, mais est-ce que tu es référente sur certains sujets? Ah bah bien sûr. En fait, si tu veux, il y a un peu ce moteur entre nous et c'est Sébastien qui le répète tout le temps à très juste titre. En fait, c'est la meilleure idée qui gagne. Ok. Et donc, en fait, quand il y a un sujet, bah, on va prendre le temps d'écouter les 4. Pas pour tous les sujets, bien évidemment, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais quand il y a une problématique, quand il y a un challenge, bah, on prend le temps d'écouter les points de vue de chacun. C'est là que c'est très riche aussi. Et ben, Il y a systématiquement des points de vue auxquels on n'avait pas pensé les uns les autres. Et ensuite, on tranche en fonction de la meilleure idée. Et donc, ça peut être pour une cible donnée. Nous, aujourd'hui, on est sur un projet où on a plein de sites parce qu'effectivement, on a les étudiants, on a les établissements d'enseignement supérieur, on a presque, tu vois, aussi on parlait des institutionnels, des personnes des ministères, de je vais te demander l'éducation nationale à terme. l'éducation nationale, bien sûr. Tout ça, c'est des acteurs qu'on consulte et c'est important et c'est génial en face, dans l'équipe, de pouvoir
non pas la bonne personne en face, mais de mettre des interlocuteurs qui se comprennent et qui peuvent challenger tout ça. Et donc, non, c'est génial. Et surtout, moi, je découvre un truc, c'est que tu peux t'éclater sur un sujet extrêmement ambitieux avec mes associés quand on se marre toute la journée. C'est ça, on est quatre cofondateurs. Je sais que c'est une catégorie d'association assez atypique, mais sur un sujet comme celui-ci, c'est vachement important. Bon, voilà, ça fait plus d'un an qu'on bosse ensemble, on se connaît très bien. Tu t'es senti légitime, toi, au début, sachant que t'as ni bossé avec eux, alors donc c'est eux trois, c'est ça? Ouais, t'as Julien Chessial, Jordan Sagnal et Sébastien Delafont. Et donc, ouais, et moi, donc eux, ils ont monté donc Meilleurs Agents ensemble. Nous, on s'est rencontrés par un peu pour de circonstances, mais ça faisait quand même un petit moment qu'on bossait ensemble avant qu'on se soit vraiment tapé dans la main. Et je pense qu'on s'est vite rendu compte déjà qu'on avait un alignement, je dirais, culturel et intellectuel très fort. On avait un cœur et créatif, on avait la même vision des choses. Tu vois, c'est très fort chez eux, mais ils ont vraiment cette culture de on a un objectif, on a une vision très forte sur un sujet et on fera tout ce qu'on peut pour y arriver. Même Mais si on sait pas exactement comment y aller. comment on va y aller. Mm. Et c'est assez contre-intuitif de pas mal de manières de monter des boîtes aujourd'hui. Tu vois, la méthode YC, Y Combinator, c'est vraiment petit pas par petit pas, du test and learn, etc. Mm. Mais tu vois, ça a très bien fonctionné pour Meilleurs Agents et c'est extrêmement inspirant de bosser avec eux là-dessus au quotidien. Et je t'embête dessus, mais toi, tu t'es senti légitime au début? Et moi, écoute, non, 27 ans, pas millionnaire, que je sache. quand je suis arrivé, moi j'étais en mode. Alors ça s'est fait très progressivement, tu vois, c'était pas du jour au lendemain. Ah, tiens, est-ce que ça te dit de t'associer avec les 3 meilleurs agents? Au début, j'étais en mode waouh, trop bien. Puis après, j'étais en mode waouh, attends, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin aussi d'une personne qui a vécu ça très récemment. Moi, c'est encore quand même très très frais, toutes les problématiques que j'ai eues, les questions que je me suis posées. Encore une fois, les comportements, les méthodes d'information diffèrent. Enfin, les TikTok, moi, n'existait pas il y a quelques années. Mais à la fin de la journée, les questions qu'on se pose sont quand même toujours les mêmes. Et tu t'en poses encore? Et je me pose encore. Et en fait, de toute façon, l'orientation, c'est un sujet de société. Mais c'est extrêmement cool, je dirais, d'avoir tous ces points de vue-là. Et surtout, moi, j'ai une admiration énorme pour mes associés qui restent toujours à s'informer. Ils comprennent toujours les dernières tendances et ils les analysent. Et ça, je pense que c'est une très grande force chez eux et que tout le monde n'était pas capable de faire. Mais ils ont cette curiosité intellectuelle quand ils ont une ambition, ils font vraiment tout pour bien comprendre et servir les étudiants comme jamais. Et est-ce que le fait que, je sais pas si c'est toi qui leur as proposé, si ça s'est fait d'un commun accord, donc je veux dire qu'ils les acceptent, ou pire, qu'ils te proposent, je sais pas, de s'associer, j'aimerais savoir toi à titre perso, Ouais. sachant que tu voulais monter une boîte avant, enfin, Ouais. tu étais déjà en process de réflexion, ça t'a procuré quoi d'un point de vue confiance en toi? Que des mecs avec un succès qu'ils ont eu Ouais. voient une valeur chez toi, de s'associer avec toi. Ah bah c'est clair que moi ça m'a fait un gros boost, hein. Je pense que ça fait partie des étapes de ma vie où j'ai pris un boost de confiance en moi, alors sans partir dans l'excès. Mais ouais, non, c'est clair où je me dis, en fait, et c'est encore des preuves que tout est possible. Et en fait, si tu veux que la manière dont ça s'est fait, c'est que moi je travaillais avec un ancien associé sur un projet similaire et eux, en fait, ils nous accompagnaient un peu en mode startup studio. Donc, on passait beaucoup de temps avec eux, tu vois, quasiment une journée par semaine où on bossait toute la strat, toute la mécanique de la plateforme parce qu'il y a énormément de parallèles avec mes agents. Et en fait, mon associé est parti pour des raisons très personnelles. Il avait envie de c'était plus le moment pour lui dans une boîte. Et là, moi, il me proposait en fait, Val, nous, on adore le projet, on adore bosser avec toi. Est-ce que ça te dirait qu'on lance ça tous les quatre? Et là, on serait tous les quatre opérationnels. Putain, c'est ouf parce que ça a pris combien de temps que le moment où ton associé, ton premier, t'as dit bah finalement ça va pas le faire et cette bonne nouvelle, ça a pris combien de temps? Ça a pris, je pense, un bon mois. T'as vécu comment ce mois? Je veux savoir, est-ce que tu te disais que tu vas abandonner ce projet? Est-ce que tu voyais monter ce projet-là toute seule? Pas toute seule, non. Parce qu'encore une fois, moi, je te dis, j'aime bien les gros projets, mais je suis pas une solopreneur, je pense, dans l'âme. J'aime bien enfin, voilà, l'énergie, être avec des gens, etc. Et non, je me suis dit, waouh, attends, là, je me retrouve toute seule. J'arrive quand même à court de mes économies, parce que j'avais plein de chômage. Et j'étais en mode, waouh, là, je me relance dans un truc. Je me suis dit, bon, faut que je me prenne quelques semaines pour prendre une décision et voir ce que je fais.
Et puis là, je voyais Sébastien, Julien et Jordan qui commençaient à montrer un peu des signaux. Non, mais nous, ça nous plaît vraiment. Ah, On peut il y a eu t'arrêter. des trucs quand même. Il y a eu des trucs, il y a Ah, eu des regardez. signaux. Et là, je me suis dit, waouh, ce sera incroyable. Et effectivement, au final, ça s'est terminé comme ça. Mais c'est une chance exceptionnelle et je La suis vie est hyper bien. contente. La vie est bien faite, les rencontres sont bien faites, et moi je touche quand même un truc du doigt, c'est que l'importance du fit humain est très c'est important. Ouais. Cool, notamment pour monter une boîte, mais ce n'est pas sur ça que je te lance. J'ai une question toute simple. Est-ce que tu es sereine sur l'avenir, tout concernant ton avenir professionnel? Écoute, je suis sereine au sens où je pense que, en fait, de ce que j'ai vécu de mon humble existence et courte existence jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, en fait, parfois tu te dis qu'un truc en fait ne va peut-être pas se passer ou va peut-être pas se passer comme tu avais voulu, et il y a toujours des moyens de rebondir. Et Quand tu sais bien t'entourer, quand tu sais prendre des décisions en te posant et en étant réfléchi, et quand en fait tu as aussi une ambition de faire une entrevue que eh ben il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Alors peut-être que ça prendra 10 ans au lieu d'un an, peut-être que il y aura plein de rebondissements, mais je pense que quand tu développes une certaine forme de résilience, une certaine forme de créativité, et surtout que tu t'entoures de gens qui sont exceptionnels, euh, en vrai, une fois que tu sais maîtriser à peu près ces trois aspects, bien sûr que les choses ne se passeront pas comme prévu, mais t'accueilles l'imprévu. mais t'accueilles la prévu en te disant, waouh, c'est vrai que c'est stressant, c'est vrai qu'il y a plein de trucs, mais il n'y a pas de raison que tout capote, et au pire, si tout capote, eh ben, tu remédieras sur une autre forme de suivi. Et c'est tout le mal que l'on te souhaite. Je voulais parler d'un dernier sujet, le fond, c'est pas vraiment tout le mal qu'on te souhaite. Je sais pas. Ce projet marchera bien et tu rebondiras sur d'autres projets après ce succès. Je voulais juste savoir, on n'en a pas parlé, on en avait parlé, je sais pas si tu sais, on a tout un autre call. C'est dommage, on Ouais. va pas pouvoir parler 15 minutes de ça, mais je veux savoir, est-ce que tu te connais aujourd'hui, et est-ce que tu es en phase avec la partie de toi que tu ne connais peut-être pas encore? Ouais. Et je voulais savoir d'un point de vue pro comme perso et comme scolaire, les trois mélangés, euh, à quel moment tu as dû te retrouver avec toi-même et t'analyser, faire ton bilan? À quel point c'est important et est-ce que tu le fais toute seule? Ouais, quelqu'un très rapide, et si on peut en parler 2-3 minutes. Ouais, écoute, c'est une super question. Moi, je recommande à vraiment tout le monde, quel que soit son âge, son secteur ou paysage, de passer par ces moments-là. Moi, toute première fois où j'ai vraiment fait un bilan sur moi-même, c'était en préparant Sciences Po. Parce que justement, il y avait cette lettre de motivation et en fait, je passais des jours à bosser dessus. Mais je me suis dit, pourquoi je veux faire Sciences Po? C'est une vraie question que je me suis posée. Et je me suis dit, attends, là, tu t'embarques sur un an, pourquoi tu veux vraiment le faire? Et je pense que le deuxième vrai moment où je l'ai fait, c'était quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais aucune piste d'associé, j'avais quelques vagues idées, mais voilà. Et là, je me suis dit, ah, pourquoi tu veux monter une boîte? Qu'est-ce que tu as appris jusqu'à maintenant? Quelles sont tes forces? Quelles sont justement tes faiblesses? Où là, tu vas avoir besoin de complémentarité. Parce qu'ensuite, quand tu sais que tu vas te lancer, surtout quand tu montes une boîte, t'en as quand même pour une dizaine d'années, euh, peut-être minimum. Et en fait, tu dis, tu vas beaucoup bosser, tu vas passer énormément de temps, énormément d'émotions. Faut que je sache pourquoi je le fais. Est-ce que c'est une manière pour toi là de dire que tu vas anticiper des moments de doute ou de down et qu'il faut que tu sois toujours aligné, que tu te rappelles que la mission finale et l'objectif final est plus fort que l'instant T, la douleur ou la difficulté que tu ressens? Absolument. Absolument, et ça, je pense que je l'ai découvert en préparant Sciences Po, où en fait, t'étais à des moments, t'es dans ta chambre un vendredi soir à 19h en train de bosser. Je te sentais, ouais, pourquoi je fais ça, quoi. En fait, le fait d'avoir fait ce travail de, ok, ok, en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Effectivement, bon, t'as des moments dingues et qui arrivent dès que t'as un sujet long terme, ambitieux ou qui est difficile, ça arrive obligatoirement. Et c'est dans ces moments-là que avoir fait ce petit bilan en amont de pourquoi je le fais. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas assez fort ces motivations pour faire tout ce travail-là. Bien sûr, car et la flemme et la procrastination et tout ça sont des messages positifs que vous envoyez à votre cerveau qui est je ne suis pas aligné à l'instant T entre l'effort et le résultat. Bref. Yacine philosophe sort de ce corps. Je termine avec mes dernières petites questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu heureuse au quotidien, chère Valentine? Écoute, aujourd'hui, je dirais un 9. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? Alors, en ce moment-là même, tout dépend de ce qu'on appelle la richesse. Pour beaucoup de personnes, ce serait beaucoup, mais aujourd'hui, je sais pas, on va dire 4-5.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie perso? Ah, aujourd'hui, c'est quand même un moins de 10. Hein. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même quotidien d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile? Un 8-9. Après, c'est difficile. Moi, j'aime bien ce qu'il dure. Si c'était trop facile. Mais c'est un vrai sujet parce que c'est vrai que quand je te fixe un objectif ou un challenge qui est dur, faut aimer le chemin qui va t'y amener. Et puis parfois, tu as des objectifs, tu les atteins, et le chemin était trop simple. Ben ouais. Et tu te dis, mais en fait, c'est ça, la résultante d'avoir réussi. Bon, bah, c'est pas si ouf en fait. Faut un truc plus. Et tu vas chercher, non mais c'est bien, et tu vas chercher des challenges et tu C'est te ça. construis. C'est ma dernière question pour toi, mais qui est peut-être la plus importante, notamment par rapport à ton business, même si je le pose à tout le monde. Ouais. Chère Valentine, c'est Yes. quoi the one and only, la matière que tous nos étudiants de France en primaire de 6 à 10 ans devraient avoir au moins une fois une année? La matière qui manque. Un cours de philosophie avec Yacine Scali. Je croyais que t'allais me sortir un cours de sciences politiques, la meuf matrixée, tu sais. Bon, allez, réponds sérieusement. Mais moi, je le fais quand tu veux. Peut-être ça en fait, peut-être apprendre à s'orienter. Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose ça n'existe pas ou très peu et apprendre à se connaître, apprendre à s'orienter. Je choisis ça. Je vais dire, arrête, s'orienter, Ouais. c'est pas apprendre à se connaître, c'est mettre, ouais. Ouais, bien sûr. Cher corps enseignant, éducation nationale, ou maman, qui est prof d'anglais. Si tu veux push des idées. Bon, Yes. un grand merci Valentine, j'ai hâte de voir ce que EduMapper nous réserve, j'ai hâte de voir vos créations de contenu, j'ai hâte de voir ta tête sur TikTok pour me foutre de ta gueule. Mais j'y suis là aussi, donc tu pourras déjà te foutre de ma Tu gueule. mettras ton like et un commentaire parce que l'engagement, c'est important pour nous. Bon, la liste c'était ma dernière question, mais ouais, ça c'est juste pour mon petit ego, mais ça Ouais. t'as pris un bon moment. J'ai passé un super moment et ça ne m'étonne pas parce que quand on avait déjeuné ensemble, je m'étais dit, on s'est tellement marré pendant tout le déj que le podcast sera peut-être pas à la hauteur de Gad Elmaleh, mais je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Écoute, alors sache que je réécoute pas mes podcasts, celui de Gad aussi, Ok. donc je ne sais plus ce qui s'est dit dedans. C'était un bon moment à écouter. Hein. C'était un bon moment, mais ouais, les stand-uppers, là on est dans l'éducation, c'est drôle, mais l'un comme l'autre me passionne. Donc voilà, on va continuer cette conversation en off, mais à tous mes invités, vous l'aurez compris que les personnes que je reçois sont par pur égoïsme et intérêt personnel. Et merci Valentine de m'avoir ouvert un petit peu de ton cerveau. Et je vais capitaliser là-dessus très rapidement et continuer à exploiter ton cerveau. De manière gratuite. Les amis, un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Ouais, un petit pas après l'autre. Et vas-y, je te laisse. Tu as la cam juste en face de toi si tu veux laisser un petit message. Honnêtement, bonjour à tous. Me fait la pas capter que c'était la fin. Non, j'espère que vous avez passé un bon moment et à très vite sur EduMapper. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.